Le film s'ouvre dans la province de Kunar, en Afghanistan, avec un convoi militaire qui transporte un mec en costard qui fait des blagues. Soudain, le convoi est attaqué. Les soldats se font tuer et le mec en costard voit un missile s'écraser juste devant lui sur lequel il peut lire Stark Industries, puis boum. Retour 36 heures plus tôt, à Las Vegas où on comprend que le mec en costard n'est autre que Tony Stark, PDG de Stark Industries, plus grand marchand d'armes des États-Unis. On y comprend que Tony Stark est un homme à femme, fêtard, arrogant, mais avec un très grand sens de la répartie. On découvre aussi son entourage, son bras droit Obadiah Stane, son meilleur ami le colonel James Rhodes, son garde du corps Happy, sa secrétaire Pepper Potts et son assistant l'intelligence artificielle Jarvis. Tony Stark doit alors se rendre en Afghanistan pour y présenter une nouvelle arme révolutionnaire, le missile Jericho. Mais après la présentation, son convoi se fait attaquer et il se fait capturer. Il se réveille alors dans une cellule en compagnie d'un certain docteur Yinson qui lui explique que des morceaux de shrapnel sont coincés dans son torse très proche de son cœur et qui lui a donc greffé un électroaimant au torse pour les retenir. Mais malheureusement, ça le tiendra en vie qu'une semaine seulement. Tony découvre aussi que ses ravisseurs, menés par un certain Raza Hamid al-Wazar, possèdent énormément d'armes signées Stark Industries et qu'ils attendent de lui qu'il fabrique un missile Jericho. Seulement, au lieu de ça, ce coquin aidé par Yinsen va construire un petit réacteur d'une technologie inventée par Stark Industries, le réacteur ARK, pour alimenter l'aimant, puis ils vont fabriquer une super armure alimentée par ce même réacteur pour pouvoir s'enfuir. Il réussit alors à s'échapper en faisant tout péter, mais malheureusement le docteur Yinsen meurt dans l'opération, expliquant qu'il va enfin pouvoir retrouver sa famille morte dans le conflit. Après avoir fait péter le camp et le stock de ses ravisseurs, Tony erre dans le désert mais est vite retrouvé par le colonel Rhodes qui le ramène aux États-Unis. La première chose que Tony fait, après être allé manger un cheeseburger, c'est réunir une conférence de presse pour annoncer qu'il ne fabriquera plus d'armes, car traumatisé par le fait qu'il les ait vues utilisées par ses ennemis. Après une dispute avec Stane, il décide de rentrer chez lui et de se créer un nouveau réacteur ARK de meilleure qualité et avec des meilleurs matériaux, sauf que tout ne se passe pas comme prévu, et il finit par avoir besoin de l'aide de Pepper Potts pour réussir l'opération. Il se met alors à travailler pièce par pièce sur une nouvelle armure, la Mark II, plus moderne et plus technologique, et décide une fois l'armure complète et sans aucun test, d'essayer de la faire voler pour de vrai en dehors de son atelier, dans une scène vraiment iconique. Seulement, ce kéké va essayer de battre le record d'altitude atteint par un appareil, mais en altitude, il fait très froid, donc son armure gèle. C'est vrai que c'était un peu con ça. Heureusement, ils sont sur son gros bobo avant de rentrer chez lui pour découvrir un cadeau de Pepper Potts, son ancien réacteur encadré avec la mention « Preuve que Tony Stark a un cœur ». C'est mignon. Il va alors chercher un nouvel alliage pour son armure qui résisterait à l'altitude, mais ça fait une armure toute dorée, c'est pas très beau. Alors il décide d'ajouter un peu de rouge, ce qui va donner le rendu légendaire qu'on connaît tous. Pendant que l'armure se fait fabriquer, il se rend dans un gala où il rencontre un membre d'une agence nommée SHIELD, mais aussi Pepper, en robe de soirée dont il tombe immédiatement sous le charme. Ils sont alors à deux doigts de s'embrasser mais se rendent compte du cringe de la situation et s'enfuient, quand Tony est rejoint par une journaliste qui lui montre des photos prouvant que ses ravisseurs sont repassés à l'attaque et ont à nouveau des armes estampillées Stark. Et quand Tony confronte Stane sur la situation, il apprend que c'est lui qui a approuvé l'envoi de nouvelles armes. Tony décide alors d'intervenir personnellement, il enfile sa toute nouvelle armure dans une nouvelle scène iconique avant de retourner en Afghanistan, retrouver une partie de ses ravisseurs, leur casser la figure et encore une fois tout faire péter dans la scène la plus iconique du film. Seulement l'armée américaine voit tout ça, Rhodes appelle alors Tony pour lui demander s'il sait ce qui se passe mais il nie. Rhodes envoie alors 2 avions de chasse pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais malheureusement dans la manœuvre, Tony détruit un des 2 avions. Il est donc obligé d'avouer à Rhodes que non seulement il sait ce qui se passe, mais en plus c'est lui en personne qui est sur place. Pendant ce temps, on découvre Stane en Afghanistan à la rencontre de Raza, où on apprend que c'est lui qui a commandité le kidnapping de Tony Stark. Mais Raza a pas chômé de son côté, il a ramassé l'armure avec laquelle Tony s'est enfui, Stane neutralise alors Raza avant de faire exécuter ses hommes et de repartir avec l'armure. Un bel enfoiré. Plus tard, Pepper découvre la nouvelle mission que Tony s'est donnée et veut démissionner pour ne pas participer à quelque chose de si dangereux. Mais Tony lui fait comprendre qu'il y a quelqu'un sur qui il peut compter et demande de ramener des informations secrètes du bureau de Stark Industries. Elle découvre alors la traîtrise de Stane, mais aussi que lui aussi travaille secrètement sur une armure. Sauf que Stane n'arrive pas à créer de mini-réacteur ARK pour son armure. Il décide alors de voler celui de Tony qui se retrouve alors très mal au point. Heureusement, il récupère son ancien réacteur, celui que Pepper avait encadré, et c'est parti pour la bagarre. La bagarre avec Stane qui s'est effectivement fait une armure, mais une armure bien plus grosse et lourdement armée que celle de Tony. Tony essaie alors de le faire monter en altitude pour qu'il gèle, ce qui marche, mais qu'un petit temps, Stane revient alors et détruit presque l'armure de Tony qui se réfugie au-dessus du grand réacteur ARK en demandant à Pepper de le surcharger. Et après une discussion interminable à base de « Vous risquez de mourir si je fais ça! On s'en fout, fais-le !» Elle le fait, le réacteur est surchargé, boum, Stane meurt et Tony s'en sort de justesse. Le lendemain a lieu une conférence de presse où Tony est censé expliquer ce qui s'est passé la veille, parce que ils se sont quand même battus à la vue de tous et ont détruit la moitié des locaux de l'entreprise. On donne alors un texte à lire à Tony avec un faux alibi pour tout justifier, mais il préfère se contenter de dire le fameux « Je suis Iron Man ». Et là, c'est fini, générique. Enfin non, Marvel oblige à une scène post-crédit où en rentrant chez lui, Tony trouve un homme dans son salon, un certain Nick Fury, directeur du SHIELD, voulant lui parler des Avengers et du projet Initiative. Quel build-up, et là, c'est vraiment fini. Le film s'ouvre à Moscou avec un vieil homme mourant qui regarde la conférence de presse dans laquelle Tony Stark annonce être Iron Man à la télé. Le vieil homme appelle alors son fils, Ivan, lui murmure à l'oreille « Ça aurait dû être toi », puis meurt. Ivan, tout colère, boit une gorgée de vodka, parce qu'après tout on est à Moscou, puis se met à travailler sur un réacteur ARC selon le modèle écrit par Howard Stark, le père de Tony Stark, et un certain Anton Vanko.
Direction les États-Unis, à New York, où se tient la Stark Expo. Tony y est bien évidemment présent pour faire un show en armure et donner un speech. Il se rend ensuite dans sa loge et consulte un appareil indiquant que le taux de toxicité dans son sang est en augmentation. Il reçoit ensuite une incitation à comparaître devant le Congrès américain le lendemain. Donc le lendemain, Tony se rend au Congrès où un sénateur veut faire d'Iron Man la propriété des États-Unis, ce que Tony refuse bien évidemment. Deux personnes sont invitées à témoigner. Justin Hammer, fabricant d'armes rival de Tony Stark et nouveau fournisseur de l'armée américaine, et le colonel Rod. Hammer mentionne le besoin d'avoir Iron Man dans l'armée et Rod mentionne à contre-cœur la dangerosité de l'indépendance d'Iron Man, ainsi que le fait que certains pays seraient en train de fabriquer leurs propres armures. Tony Stark réussit cependant à prouver qu'aucun de ses prototypes n'est fonctionnel et prouve aussi que Justin Hammer est impliqué dans l'un de ses projets, forçant le Congrès à lever l'audience. Stark s'en sort alors, mais notre cher Ivan, qui a terminé son réacteur, assiste à l'audience depuis Moscou. Tony rentre alors chez lui où on comprend que si le taux de toxicité de son sang a augmenté, c'est à cause d'un composant de l'armure qui l'empoisonne. Il se fait également embrouiller par Pepper Potts car il ne gère pas bien l'entreprise, il en déduit alors que c'est elle qui gère l'entreprise et décide de la nommer présidente. Tony doit alors embaucher une nouvelle assistante et tombe sous le charme d'une certaine Natalie Rushman qui réussit notamment à mettre son garde du corps KO sur le ring. Maintenant, direction Monaco, où Tony se rend pour le Grand Prix. Il y rencontre Hammer, qui a perdu son contrat avec l'armée à la suite de l'audience au Congrès, puis, vu que c'est vraiment un kéké, Tony décide de remplacer le pilote de l'écurie Stark participant au Grand Prix. Parce que oui, il y a une écurie Stark en Formule 1 dans le MCU. Pendant la course, un mystérieux technicien apparaît au milieu de la route, et ce n'est autre que notre cher Ivan qui s'est pas servi du réacteur pour se créer une armure, mais pour alimenter deux super fouets électriques capables de couper la voiture de Tony en deux. Heureusement, Pepper et Happy arrivent à temps pour donner une armure sous forme de mallette à Tony, qui l'enfile en donnant la scène la plus iconique du film. D'ailleurs, Pepper est très énervé à ce moment et j'ai beau avoir vu le film plein de fois, je comprends toujours pas pourquoi. Puis Tony neutralise Ivan mais non sans difficulté. Ivan se fait alors arrêter par la police et s'éloigne en criant à Tony « Tu as perdu !» Tony va alors rendre visite à Ivan qui est en prison, à poil, ça aussi j'ai du mal à comprendre pourquoi, et il se présente enfin. C'est Ivan Vanko, fils d'Anton Vanko, ancien collaborateur de Stark Industries et créateur du réacteur Arc. Ivan veut se venger de la famille Stark qui a fait tomber la sienne dans l'anonymat et fait comprendre à Tony que même s'il n'a pas gagné ce combat, il a réussi à montrer la faiblesse d'Iron Man aux yeux du monde. Ivan se fait cependant aider à sortir de prison par Justin Hammer, qui lui propose de faire affaire afin de détruire la réputation d'Iron Man une fois pour toutes. Un peu plus tard, Tony organise une fête d'anniversaire chez lui et finit complètement bourré avec son armure. Vu qu'il fait n'importe quoi, Rod va chercher l'ancienne armure Mark II à la cave pour essayer de le calmer. C'est alors la bagarre et les deux se rendent compte que quand les deux armures se tirent dessus avec leur propulseur, ça crée une grosse explosion. C'est donc match nul entre Stark et Rod, mais Iron Man s'est à nouveau montré faible en public et Rod s'en va avec l'armure pour la ramener à sa base. Tony Stark, en pleine gueule de bois, se fait rejoindre par Nick Fury, le directeur du SHIELD qui lui dit de se ressaisir et lui offre un antidote capable de calmer l'empoisonnement de son sang en attendant qu'il trouve une solution viable. Tony découvre également que Natalie Rushman ne s'appelle pas Natalie Rushman, mais Natasha Romanoff, et qu'elle travaille aussi pour le SHIELD qui lui avait donné pour mission de s'infiltrer chez Stark. Fury révèle également qu'Howard Stark, le père de Tony, était un des membres fondateurs du SHIELD et qui disait sans arrêt que son fils trouverait la clé de la technologie du futur. De son côté, Ivan construit des robots Iron Man au grand désarroi de Justin Hammer qui voulait des armures. Heureusement, son contrat avec l'armée est relancé car le colonel Rod lui demande de venir améliorer et équiper l'armure qu'il a volée à Tony. Tony, lui, fouille les archives de son père sous la surveillance de l'agent Coulson du SHIELD, l'agent qu'il avait rencontré dans le film précédent. Tony découvre alors une vidéo où son père s'adresse directement à lui en disant qu'il est limité par la technologie de son temps, mais qu'il a placé plein d'indices pouvant aider Tony à faire avancer le monde et finit son speech par un très cliché « Ma plus belle création, c'est toi ». Tony se retrouve alors plein de motivation et veut aller s'excuser auprès de Pepper parce que toutes ces conneries ça commence à la mettre dans la merde, mais elle s'en fout, elle met dehors en lui demandant de reprendre ses affaires personnelles. Parmi ses affaires personnelles, il trouve un plan d'une vieille Stark Expo fait par son père disant « La clé du futur ». Tony la ramène chez lui, et grâce à la technologie de son IA Jarvis, il arrive à déchiffrer des informations lui permettant de synthétiser un nouvel élément qui, placé dans son réacteur, ne l'empoisonnera plus. Pendant ce temps, Justin Hammer s'embrouille avec Ivan qui fait pas du tout ce qui lui était demandé. Il veut alors le virer car il a très confiance en l'armure qu'il a fait pour Rod, mais pas avant d'avoir présenté l'armure et les robots d'Ivan à la Stark Expo pour bien humilier publiquement Tony Stark. Mais Ivan s'en fout complètement, il décide d'appeler Tony pour l'intimider, ce qui marche, mais Tony réussit à localiser l'appel et découvre qu'Ivan est dans les bureaux de Hammer Industries, signifiant que lui et Justin Hammer travaillent ensemble. Hammer, lui, va donner sa présentation à la Stark Expo et le monde découvre l'armure surarmée du colonel Rod et ses nouveaux drones. Mais Ivan prend leur contrôle à distance. Tony arrive alors et interrompt la présentation pour demander à Rod de faire évacuer les civils, mais il ne le croit pas. Malheureusement, c'est à ce moment qu'il perd le contrôle de son armure. Rod et les robots se mettent alors tous à tirer sur Iron Man. Tony essaie alors de les éloigner le plus possible des civils et réussit à se débrouiller grâce à Rod qui a accès aux positions des robots et peut les communiquer à Stark. De son côté, Natasha Romanoff réussit à faire dire à Hammer que c'est Ivan Vanko qui a le contrôle des robots. Elle se rend alors au bureau de Hammer Industries avec Happy pour le neutraliser, mais il est pas là. Par contre, elle trouve la commande permettant à rendre à Rod le contrôle de son armure, alors que Tony lui réussit à éliminer tous les robots. Malheureusement, leur joie est de courte durée car ils sont vite rejoints par Ivan, qui s'est maintenant construit une giga armure avec des giga fouets. Après un court combat, Stark et Rod sont très facilement maîtrisés par Vanko et ils sont attachés par ses fouets à chacun de ses côtés. Tony et Rod se souviennent alors de leur dernière bagarre et décident de se tirer l'un sur l'autre avec le réacteur, provoquant une super explosion. Et comme Vanko est au milieu, il se la prend de plein fouet. Mais avant de mourir, Ivan répète à nouveau « Tu as perdu ». Puis sa giga armure ainsi que les robots se mettent à exploser. Ça serait pas un problème car tous les civils ont été évacués, mais Pepper, elle est toujours dans le coin. Tony sauve alors Pepper de justesse, puis une fois en sécurité, les deux font la paix et se font même un bisou. Tony se rend ensuite dans les bureaux du SHIELD où Nick Fury lui dit qu'il ne veut plus qu'il soit membre de l'initiative Avengers, mais qu'il soit seulement un consultant. Pour finir, Tony et Rod reçoivent une médaille pour leurs actes, médaille offerte par un sénateur du Congrès qui n'avait absolument pas confiance en Iron Man, et c'est fini. Vient alors la scène post-générique où l'agent Coulson se rend dans le désert du Nouveau-Mexique où se trouve un énorme cratère avec au milieu un gros marteau, puis dit « Nous l'avons trouvé ».
Ah oui, aussi, pendant tout le film, il y a une intrigue autour du perroquet de compagnie d'Ivan Vanko. C'est inutile dans le scénario, mais apparemment ça tenait beaucoup à cœur à Mickey Rourke, alors je le mentionne. Le film s'ouvre aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, où un groupe d'astrophysiciens dans un camion observe d'étranges lumières dans le ciel. Soudain, une énorme tornade apparaît. Une des scientifiques veut alors s'en approcher le plus possible, mais ils percutent un étrange individu avec leur camion. Retour ensuite au Moyen-Âge, où une armée de géants des glaces venus d'une autre planète attaque la Terre, mais ils ont été repoussés et contraints de rester sur leur planète par les guerriers du royaume d'Asgard qui ont volé la source de leur pouvoir. On se retrouve ensuite bien plus tard, sur Asgard, où on rencontre Thor, héritier du trône qui va se faire couronner. On découvre aussi son marteau Mjolnir, son père Odin, sa mère Frigga, son petit frère Loki et ses potes Sif, Volstagg, Fandral et Rogun. Malheureusement, la cérémonie de couronnement de Thor est interrompue par une attaque de géants des glaces qui tentent de récupérer leur source de pouvoir. Ils se font arrêter et tuer, mais Thor voit cette intrusion comme un affront et veut attaquer leur planète. Mais Odin s'y oppose car il a conclu une trêve avec les géants des glaces. Thor, tout colère, décide alors de monter une petite équipe pour aller chez les géants des glaces. Lui, son frère et ses potes partent alors. On découvre le Bifrost, pont magique permettant de se rendre n'importe où, ainsi que son gardien Heimdall. La petite équipe arrive alors chez les géants des glaces, où ils apprennent qu'il y a des traîtres à Asgard, puis c'est la bagarre. Les héros font beaucoup de dégâts mais finissent mal au point quand Odin arrive pour les sauver, mais trop tard, la guerre est déclarée. Odin retire alors ses pouvoirs à Thor, reprend son marteau qu'il enchante en disant « Quiconque sera digne de soulever le marteau recevra les pouvoirs de Thor » et le bannit sur Terre où il se fait shooter par un camion de scientifiques. On découvre alors que les scientifiques se nomment Jane Foster, Darcy Lewis et Eric Selvig. Ils amènent Thor à l'hôpital puis ils décident de le garder avec eux car ils ont envie de comprendre ce qui s'est passé dans le ciel quand ils l'ont trouvé. Alors qu'au même moment, l'agent Coulson retrouve Mjolnir que tous les beaufs de la région essayent de soulever. Sur Asgard, Loki découvre qu'il est en réalité le fils du roi des géants des glaces et confronte Odin, qui perd connaissance pendant la confrontation. Loki monte alors sur le trône et les amis de Thor en profitent pour lui demander de lever le bannissement, mais Loki refuse. Sur Terre, Thor apprend que son marteau n'est pas loin et demande à Jane de l'y amener en échange de réponses, et ce, malgré les conseils du docteur Selvig qui lui fait pas du tout confiance. Au même moment, le Shield vient saisir tout leur matériel scientifique. Thor va alors essayer de récupérer son marteau qui se retrouve maintenant entouré par les infrastructures du Shield. On y découvre notamment Clint Barton, archer d'élite travaillant pour eux. Cependant, Thor n'arrive pas non plus à soulever le marteau, il se fait alors arrêter. Dans sa cellule, il est rejoint par Loki qui se projette grâce à sa magie et dit à Thor que le malaise d'Odin est de la faute de ses agissements, que ça l'a tué et que Thor doit donc rester banni. Quel petit coquin. Heureusement, l'équipe de scientifiques vient libérer Thor en le faisant passer pour un des leurs, mais ils sont désaccords sur le fait de croire ou non aux histoires de l'origine de Thor. Ils décident alors de faire ce que ferait n'importe qui dans cette situation, ils vont boire des coups. Thor leur explique alors le fonctionnement du monde et de l'univers autour de l'arbre-monde et des 9 royaumes. Loki, lui, de son côté, se rend chez les géants des glaces où on apprend que c'est lui le fameux traître. Il propose donc à leur roi de tuer Odin dans son sommeil en échange du retour de leur source de pouvoir. Les potes de Thor, eux, de leur côté, veulent alors mettre en place un plan pour le ramener. Ils demandent alors l'aide d'Heimdall, qui lui aussi se méfie de Loki pour se rendre sur Terre. Loki s'en aperçoit et envoie le Destructeur, un genre de robot géant magique, pour les faire arrêter et tuer Thor. Ils arrivent quand même à retrouver Thor, mais il refuse de se faire ramener car il est coupable de la mort de son père. Sif lui apprend alors que non, son père est toujours vivant. C'est le moment que choisit le Destructeur pour arriver. Thor, qui n'est pas capable de l'affronter sans ses pouvoirs, demande à ses amis de le retenir pendant qu'il met tous les civils en sécurité. Malheureusement, les amis de Thor n'arrivent pas à venir à bout du Destructeur. Thor, conscient qu'il est là pour lui, fait alors le choix de se sacrifier, car le tuer est la mission principale du Destructeur. Ce sacrifice le rend alors à nouveau digne de son marteau et de ses pouvoirs. Il les utilise pour détruire le Destructeur avant de rentrer à Asgard, où Loki a fait venir l'armée de géants des glaces. Mais Loki les a pas fait venir pour tuer Odin, en fait, il les a fait venir pour essayer et pouvoir le sauver et devenir un héros. Il tue alors le roi des géants des glaces, son père, puis veut utiliser le Bifrost pour détruire leur planète. Thor, incapable d'arrêter ça, décide de détruire le Bifrost, se condamnant à ne plus pouvoir aller sur Terre pour voir ses nouveaux amis. C'est le moment que choisit Odin pour se réveiller et venir sur place, mais Loki saute du pont et disparaît. Quelques temps plus tard, Thor fait la paix avec son père puis demande à Heimdall s'il peut voir ses amis, ce à quoi Heimdall répond « Ils sont à votre recherche. » Et c'est fini. Vient alors la scène post-générique où Nick Fury rencontre le docteur Selvig et lui présente un étrange cube lumineux, apparemment source d'énergie. Selvig semble intéressé, mais le dernier plan montre qu'il est en réalité sous l'emprise de Loki. Le film s'ouvre au pôle Nord où une équipe de foreurs découvre une étrange structure gelée. En fouillant à l'intérieur, ils découvrent dans la glace un étrange objet, un bouclier bleu et rouge avec une étoile blanche au milieu. On se retrouve ensuite en Norvège, en 1242, dans une ville attaquée par les nazis. On découvre alors une cellule nazie avec un étrange logo et un chef super fort qui se rend dans un temple dédié à la mythologie nordique. Mythologie nordique qui est vraie du coup, comme vu dans Thor. Il y trouve une relique, le cube cosmique. Ensuite, direction New York où on rencontre Steven Rogers, un jeune homme qui veut désespérément s'engager dans l'armée mais qui est trop chétif pour y arriver. On rencontre également son meilleur ami, un certain Bucky Barnes qui lui est sur le point de partir au front. Alors qu'il fête la dernière soirée en ville de Bucky, Steven trouve un bureau de recrutement où il n'a pas encore essayé de s'engager. C'est là qu'il rencontre le docteur Erskine, un réfugié allemand. Ce dernier est impressionné par la persévérance de Steven et décide de lui donner sa chance. Pendant ce temps, dans une base des montagnes, le super nazi et son homme de main, le docteur Zola, utilisent une étrange machine pour extraire l'énergie du cube cosmique. Retour aux États-Unis où Rogers reçoit sa formation militaire. On y rencontre une certaine agent Carter, mais aussi un colonel qui explique qu'un soldat présent sera sélectionné pour devenir un super soldat. C'est bien évidemment Rogers qui est sélectionné, non pas pour ses capacités physiques, mais parce que c'est un homme bien. Qu'est-ce que ça fout ça? Le docteur Erskine en a fait le premier critère de sélection après avoir vu l'échec de son premier patient, Johannes Schmidt, un nazi fanatique, oui, le super nazi du début.
Rogers se fait alors emmener dans un laboratoire secret où sont présents le colonel, Erskine, Carter et beaucoup d'autres dont un certain Howard Stark. L'expérience commence alors et semble très douloureuse, mais Rogers s'en sort super musclé. Cependant, un espion nazi se trouvait dans la foule, il parvient à tuer le docteur Erskine et à s'enfuir avec une fiole de super sérum utilisée sur Rogers. Mais ce dernier va l'arrêter dans une course-poursuite iconique, à la fin de laquelle la fiole est détruite et l'expion se suicide en criant « Heil Hydra ». Pendant ce temps, toujours dans les montagnes, on retrouve notre super nazi qui se fait apparemment nommer Crâne Rouge à la tête d'une section spéciale de l'armée allemande nommée Hydra, qui utilise l'énergie du cube cosmique pour créer des armes laser surpuissantes. On comprend également qu'il a aucune confiance en Monsieur H et qu'il veut faire ses bails de son côté. Aux États-Unis, la course-poursuite entre Rogers et l'espion nazi a fait la une des journaux. Vu qu'il est le seul super soldat possible à obtenir, l'armée veut en faire un symbole de propagande. On lui crée alors une nouvelle identité, Captain America. Il part alors en tournée collecter des fonds pour l'armée pendant que l'agent Carter et Stark se rendent en Europe pour enquêter sur Schmidt et Hydra. Quelques mois plus tard, Captain America est envoyé en Italie pour faire des shows pour les soldats du front, mais ça les intéresse pas vraiment. Captain America apprend cependant que le régiment en face de lui a subi beaucoup de pertes récemment, mais surtout, c'est celui de son ami Bucky qui est introuvable. Cependant, il apprend qu'il y a énormément de prisonniers dans la base ennemie, il va alors décider d'aller les libérer malgré les ordres de son commandement. Il se rend alors dans la fameuse base et réussit à libérer tout le monde, même Bucky qui est très mal au point. Il découvre également les armes laser d'Hydra, cependant Schmidt ordonne l'autodestruction de la base. Il croise le chemin de Captain America, s'échange 2-3 coups mais finit par s'enfuir après avoir montré que son visage n'est qu'un masque sous lequel se trouve juste un crâne rouge, d'où son surnom. Plus tard, le Captain et les soldats libérés font leur grand retour à la base à la surprise générale. Captain demande alors des hommes et forme son équipe, parmi lesquels se trouve bien sûr ce cher Bucky. Il reçoit aussi un tout nouvel équipement fait par Stark lui-même, dont un bouclier en vibranium, métal le plus rare du monde, mais aussi le plus résistant. Lui et son commando reçoivent alors la mission d'arrêter Hydra, ce qu'ils font avec succès jusqu'à une opération pour arrêter le docteur Zola à bord d'un train à haute vitesse. Ils arrivent à capturer Zola, mais malheureusement Bucky tombe du train et meurt dans l'opération. Le colonel interroge alors Zola et apprend de lui le plan de Crâne Rouge, envoyer des super bombes utilisant le pouvoir du cube cosmique sur les grandes capitales du monde. Heureusement, ils obtiennent aussi de Zola la localisation de la fameuse base dans les Alpes. Captain America et ses hommes s'y rendent alors encore tout fâchés par la mort de son meilleur ami. Après pas mal de bagarres, Captain arrive sur la base de lancement et trouve Schmidt aux commandes de l'immense bombardier faisant route vers les États-Unis. L'agent Carter lui fait alors un gros bisou puis il saute à bord. Il y trouve des bombes qui sont en fait des mini-avions kamikazes, les neutralise puis va trouver Schmidt sur le pont. C'est encore la bagarre, mais dans cette bagarre, le cube cosmique qui alimente le bombardier tombe de son socle. Schmidt le saisit alors à main nue, mais sa puissance semble désintégrer et l'aspirer dans l'espace, et oui, ça fait beaucoup là. Le cube tombe alors au sol, brûle les parois de l'avion et disparaît dans la nature. Mais c'est pas ça le plus gros problème. L'avion est en pilote automatique et le capitaine ne sait pas comment l'arrêter. Il choisit alors la seule solution qu'il a, l'écraser au pôle Nord avant qu'il puisse atteindre les États-Unis, et ce, malgré les supplications de l'agent Carter qui lui donne l'ordre de venir la trouver plus tard pour danser. Plus tard, après la fin de la guerre, on sait pas trop quand, alors que Stark recherche le capitaine, il retrouve le cube cosmique. Le capitaine se réveille alors dans une chambre d'hôpital, mais il sent que quelque chose ne va pas. Il s'enfuit alors, réalisant que la chambre n'est qu'une fausse mise en scène, et se retrouve alors dans le New York moderne, où il est rejoint par ce bon vieux Nick Fury qui lui annonce qu'il a dormi pendant presque 70 ans, ce à quoi le capitaine répond « J'avais un rencard. Et c'est fini ». Et là, pas de scène post-générique, juste un teaser du prochain film, un très très gros morceau dont on parlera le mois prochain. Le film s'ouvre sur un étrange alien disant « Le Tesseract s'est éveillé » et expliquant qu'il est dans le monde des humains, mais qu'une armée va venir le récupérer et réduire les humains en cendres. Direction ensuite une base commune du SHIELD et de la NASA en pleine évacuation. On y retrouve Nick Fury, l'agent Coulson, le professeur Selvig, Clint Barton et une certaine Maria Hill, agent du SHIELD elle aussi. Ils découvrent que le cube cosmique, qui s'appelle en réalité le Tesseract, est en pleine activité. Barton émet alors l'hypothèse que le Tesseract soit un portail spatial et que le problème ne vienne pas de ce côté-là. Puis, comme pour lui donner raison, le Tesseract semble exploser et en sort Loki. Il est armé d'une étrange arme, un sceptre, avec lequel il massacre les soldats du SHIELD. Il s'en sert ensuite pour corrompre l'esprit de Barton et Selvig avant de s'enfuir avec le Tesseract en laissant Fury et ses agents dans la base qui explose. Heureusement, il s'en sort de justesse. Fury dit alors « Nous sommes en guerre ». On se retrouve ensuite en Russie, où Natasha Romanoff se fait interroger par des soldats russes quand ils se font interrompre par un appel du SHIELD pour elle, lui demandant de les aider. Elle refuse d'abord, mais il mentionne la corruption de Barton. Elle défonce alors tous les soldats russes, puis accepte la mission. Direction l'Inde, et ouais, on bouge pas mal, dans un quartier en pleine épidémie où une enfant demande l'aide d'un docteur. Mais c'est un piège, elle l'emmène dans une maison vide et isolée où l'attend Natasha Romanoff. On apprend que le docteur est Bruce Banner, Hulk, et que le SHIELD veut faire appel à lui car ses connaissances peuvent être utiles pour comprendre et retrouver le Tesseract. Retour ensuite aux États-Unis où on retrouve Steve Rogers, Captain America, en train d'exploser des punching balls quand il se fait rejoindre par Fury qui veut le recruter pour ses connaissances du Tesseract. On retrouve ensuite Tony Stark, Iron Man, dans un tout nouveau bâtiment de New York, la Tour Stark, qu'il a construit lui-même et qui est alimenté par un réacteur arc. Il y passe un moment intime avec Pepper Potts quand ils sont interrompus par l'agent Coulson qui vient réquisitionner son aide à lui aussi, étant donné sa position de consultant du SHIELD. On retrouve alors Loki, qui a maintenant une petite armée et qui utilise ses pouvoirs pour parler avec l'alien de l'intro. On apprend que son sceptre lui a été donné par un nouveau maître qu'il a recueilli après son exil d'Asgard. On comprend aussi que ce maître, qui veut récupérer le Tesseract, commence à s'impatienter et à vouloir déchaîner son armée sur la Terre. Captain America et l'agent Coulson arrivent ensuite sur un bateau du SHIELD où se trouve le Dr Banner, Romanoff, Fury et Maria Hill. Mais en fait, c'est pas un bateau, c'est un énorme héliporteur qui monte dans le ciel avant de devenir invisible. De là-haut, le SHIELD se sert des satellites pour rechercher le Tesseract avec l'aide du Dr Banner. Ils arrivent également à localiser Loki en Allemagne.
En Allemagne, Loki et ses hommes vont chercher un matériel précieux bien gardé. Une fois qu'ils le tiennent, Loki sort dans la rue et se sert de sa magie pour mettre des civils à genoux devant lui, mais un vieil homme lui tient tête dans une scène culte. Le cinéma de Loki est alors interrompu par Captain America qui vient pour la bagarre, Loki domine, mais Iron Man arrive en renfort et ils réussissent à arrêter Loki. Il le ramène alors à bord d'un avion du Shield, mais l'avion se retrouve dans une tempête et Thor apparaît, saisissant Loki pour s'enfuir avec. Iron Man et Captain America veulent l'en empêcher et c'est parti pour une scène de bagarre culte qui finit en match nul. Nos trois héros décident alors de retrouver le Tesseract ensemble, puis de laisser Thor ramener Loki sur Asgard. En attendant, il se fait enfermer dans l'héliporteur. Stark, Banner, Rogers, Romanoff et Thor se posent alors pour mettre leurs connaissances en commun et comprennent que le matériel volé en Allemagne permettra au Dr Selvig d'ouvrir un portail avec le Tesseract, un portail suffisamment grand pour faire venir toute l'armée du maître de Loki. Banner et Stark se rendent alors dans le labo pour analyser le sceptre de Loki et Stark essaie de pirater les serveurs du Shield pour en découvrir les secrets. Quand Rogers arrive et l'apprend, il part de son côté pour faire ses recherches et découvre que le Shield veut se servir du Tesseract pour créer des armes, comme Hydra par le passé. Il confronte alors Fury devant tout le monde, créant une grosse dispute, pendant que Romanoff parle à Loki et comprend qu'il s'est fait volontairement capturer pour semer la discorde dans l'équipe et réveiller le Hulk. C'est le moment que choisit Barton pour attaquer l'héliporteur avec ses hommes. La manœuvre réussit à faire sortir Hulk, et c'est alors une nouvelle scène de bagarre culte entre lui et Thor, pendant que Romanoff essaie de neutraliser Barton et que Rogers et Stark essaient de réparer l'héliporteur. Malheureusement, Loki s'enfuit en tuant Coulson, et Thor et Hulk se font éjecter de l'héliporteur. Heureusement, Barton, lui, reprend conscience et est de retour dans son camp d'origine. L'équipe est alors désespérée quand Fury se sert de la mort de Coulson pour remotiver ses troupes, leur expliquant ce qu'est le projet Avengers ou l'union des plus grands héros de la Terre, en quoi Coulson avait beaucoup d'espoir. De leur côté, Thor et Banner sont au sol, mais en un seul morceau. Stark, Barton, Romanoff et Rogers, eux, finissent par comprendre que le portail de Selvig va avoir besoin d'une grosse source d'énergie et qu'ils vont utiliser pour ça le réacteur arc de la tour Stark. Tout le monde s'équipe alors et Iron Man rentre chez lui où il retrouve le Dr Selvig avec une grosse machine pour activer le portail et bien évidemment, Loki. Lui et Iron Man se balancent quelques fions, puis Loki balance Iron Man par la fenêtre pendant que Selvig réussit à activer le portail, permettant à une armée extraterrestre de déferler sur New York. Thor arrive alors pour confronter son frère, mais Loki réussit à jouer avec ses sentiments pour s'enfuir. Puis c'est à Rogers, Romanoff et Barton d'arriver quand d'énormes monstres volants, les Léviathans, commencent à sortir du portail. C'est le moment que choisit Banner pour faire son apparition lui aussi, expliquer que son secret pour maîtriser son pouvoir est de jamais cesser d'être en colère, puis se transformer en Hulk. Les Avengers sont maintenant tous réunis pour une méga scène de bagarre culte de A à Z, au bout de laquelle la ville de New York est partiellement détruite, mais Hulk réussit à neutraliser Loki et le Dr Selvig finit par reprendre conscience et trouver un moyen de refermer le portail avec l'aide de Romanoff. Cependant, au même moment, des gens très haut placés, le Conseil, dont on ne sait pas trop qui c'est, décident d'envoyer une bombe atomique pour détruire Manhattan et éliminer les envahisseurs malgré les protestations de Fury. Il en informe alors Stark pour l'intercepter, ce dernier a alors la brillante idée d'envoyer la bombe dans le portail avant qu'il se referme. Mais cette manœuvre est très risquée car il pourrait se retrouver bloqué à jamais dans l'espace. Il réussit quand même à envoyer la bombe dans l'espace, faisant péter toute la flotte ennemie, ce qui neutralise également les troupes au sol, et, comme on est dans un film, Stark réussit à repasser de l'autre côté du portail une milliseconde avant que Romanoff ne le ferme. Il revient alors inconscient, et une fois qu'il reprend ses esprits, la petite équipe va ramasser Loki. Un peu plus tard, alors que la Terre encaisse le fait qu'elle vient de subir sa première attaque extraterrestre, les Avengers font la une de tous les journaux pendant qu'ils raccompagnent tous Thor, rentrant sur Asgard avec le Tesseract et Loki. Fury, lui, se fait confronter par le fameux conseil qui a envoyé la bombe atomique, qui lui parle du danger d'avoir laissé les Avengers en liberté, ce à quoi Fury répond « Oui, ils sont dangereux, mais le monde entier et l'ensemble des mondes en sont conscients, et ils reviendront quand nous aurons besoin d'eux. » Et là, le film se termine sur la tour Stark sur laquelle il n'y a plus que le A comme dans Avengers, et c'est fini. C'est alors la scène post-générique où on retrouve la ligne de l'intro expliquant à son maître que les humains ne sont pas aussi faibles qu'ils le croyaient, qu'ils savent se défendre et que défier les humains, c'est s'exposer à la mort. Son maître se lève alors, se retourne et on découvre qu'il s'agit de Thanos lui-même, et là c'est vraiment fini. Bon, vous avez vu, ce mois-ci, j'ai fait une vidéo qui m'a demandé beaucoup moins de travail, parce qu'entre d'autres projets perso et mon travail qui est très irrégulier et quelques mois très intenses, continuer de faire une vidéo chaque mois me coûte beaucoup d'énergie. Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire la vidéo sur les drapeaux et je vais en faire d'autres. Et en plus, il y a maintenant 5 autres phases du MCU à explorer. Donc je vais continuer. Mais je pense que pour ce qui est du rythme d'une vidéo par mois, ça, c'est fini. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je suis déjà très très satisfait d'avoir tenu ce rythme pendant 2 ans. Mais merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi et soutenu pendant ces 2 ans. Je vous promets, je reviens très bientôt. Allez, c'était Cybot. On se voit sûrement pas le mois prochain, mais à dans moins de 4 ans.